Binge Audio. En juillet 2020, le New Republic publie un article passionnant de la chef new-yorkaise Kate Telfeyan intitulé « How Food Media Create Monsters ». Comment les médias culinaires fabriquent des monstres. Elle y parle notamment de l'accointance entre médias gastronomiques et restaurants, les premiers ayant besoin des seconds pour vendre des journaux et les seconds des premiers pour remplir leurs restaurants. Au même moment, en France, des rumeurs folles courent sur les réseaux sociaux à propos d'un ou plusieurs chefs qui seraient responsables de violences sexuelles. Des journalistes postent leur indignation sur Instagram. 2 mois plus tard, le chef Taku Sekine se suicide. Cela jette un grand froid et ralentit la remise en question des pratiques de ces industries. Je crois pourtant que faire la critique de ces 2 milieux pour lesquels nous travaillons et que nous aimons ne signifie pas forcément cracher dans la soupe. Cela peut contribuer à rendre la soupe meilleure. C'est ce dont j'ai parlé avec des journalistes et des chefs dans ce 2e et dernier épisode. Eh bien, je suis Nora Boisouni, je suis journaliste, traductrice et autrice indépendante. J'ai demandé à Nora Boisouni comment elle en était venue à parler de violence en cuisine. En 2017, j'ai écrit un bouquin, mon premier essai, qui s'appelle Féminisme chez Nourriture Fu. Et dans ce bouquin, j'essaie de comprendre et de montrer à quel point les systèmes alimentaires, que ce soit justement la gastronomie ou la cuisine du quotidien, ou bien l'agriculture ou les régimes, font partie d'un ensemble systémique qui sert l'instrumentalisation, sert l'oppression des femmes en fait. Et donc j'ai parlé dans un des chapitres des violences en cuisine et pour ça je me suis appuyée sur quelques enquêtes qui avaient été notamment faites par Complément d'enquête sur France 2 et qui avaient été faites par un ancien collègue à moi à France Info qui s'appelle Kosila Magdesh, qui avait enquêté notamment sur des plaintes, notamment contre Yannick Aleno au pavillon de Doyen. Et donc dans mon bouquin, c'est pas un chapitre entier qui est dédié aux violences et pourtant quand il est sorti à l'été rentrée 2017, j'ai été invitée immédiatement à parler de ça, à la radio, dans des podcasts, dans la presse, parce que les confrères et consoeurs qui ne travaillent pas sur les questions de bouffe, en fait, en général, tombaient des nues et me disaient « Mais attends, comment ça, il y a de la violence dans les cuisines ?» Et moi, j'étais là « Bah oui, enfin, je veux dire, c'est quand même de notre public. » Et ben non, ça l'est pas. C'est un truc du milieu. Et en fait, enfin, je veux dire, j'avais regardé la télé, Complément d'enquête comme tout le monde, et je savais très bien comment ça se passait en cuisine. Je suis tombée des nues en découvrant l'ampleur, en fait, des violences, et à quel point c'était répandu dans tous les types d'établissements, que ce soit le 3 étoiles, le Palace ou le PMU du coin, le bistrot dans un bled de 900 habitants. Mais je me suis rendu compte à quel point ça choquait tout le monde et que tout le monde était vraiment... c'est vraiment, ouais, c'est plus que tomber des nues, c'est une espèce de déflagration pour certaines personnes de savoir que ces établissements triple étoilés ou mono étoilés traitent les gens qui nous font à manger comme du bétail, comme rien en fait, comme des non-humains. Alors, la réalisation, elle se fait au fur et à mesure, parce qu'au début, quand on arrive dans ce milieu, on est accueilli à bras ouverts par les chefs et les attachés de presse, qui vous ouvrent beaucoup de portes pour aller interviewer X ou Y. Estérelle Payani, journaliste culinaire, critique pour Télérama. On voit que le devant de la scène, les paillettes et les belles assiettes. Et puis, à force de traîner un peu dans les cuisines, d'attendre tout simplement que le chef arrive. Si on ouvre les yeux, on peut voir beaucoup de choses. Moi, j'ai souvenir d'une scène dans un 2 étoiles où il y avait une serveuse qui avait un grand plateau d'argent, très chargé. Et je voyais que la fille serrait les dents, commençait à avoir les gouttes qui transpiraient, le front qui transpirait, et elle avait les larmes aux yeux tellement le plateau était lourd. Et ça m'avait vraiment marqué parce que tout le monde était là à table, se régalait, et on avait une idée de la souffrance qui lui était imposée de façon tout à fait inutile parce que les chariots, ça existe. Là, ça a été un tout petit entreaperçu de ce qu'on pouvait avoir, mais ça m'a vraiment marqué. Je revois encore le visage de cette jeune fille. Après, c'est venu aussi en interviewant des chefs. C'est important de passer du temps avec les gens qu'on interviewe. Et c'était au moment où je travaillais pour elle. Eh bien, j'ai interviewé une chef, et en plein milieu de l'interview, la chef s'est liquéfiée, elle s'est mise à pleurer, et elle s'est mise à me raconter ce qui s'était passé dans une cuisine où elle travaillait.
Et là, d'un coup, j'ai un peu les paillettes qui me sont tombées des yeux. J'ai vu l'autre côté du miroir. Et ce qu'elle m'a raconté était très dur. Il y a eu un avant et un après. J'ai plus jamais regardé les cuisines et les chefs de la même façon. On ne sait pas la quantité de souffrance qu'il peut y avoir derrière une belle assiette. Alors moi, j'ai fait un mémoire sur la gastronomie française. Et là, je me suis rendu compte en interviewant des chefs que c'était en fait une très très grosse passion. Alvina Ledrut-Johansson, journaliste gastronomique indépendante, fondatrice de la newsletter Cul de Poule. Et que ça me disait bien de continuer dans cette voie-là. Donc j'ai fait une école de journalisme et l'école m'a proposé en fait de faire une année de césure entre mes 2 années. Et je me suis dit que j'allais faire un CAP cuisine pour voir un petit peu comment ça se passait véritablement dans une cuisine, pour pouvoir raconter un petit peu et puis mieux comprendre quand j'allais au restaurant. Et comment ça s'est passé ton CAP cuisine ? Alors, je savais que je m'attendais à quelque chose de compliqué, c'est-à-dire les semaines à 70 heures, me lever très tôt, me coucher très tard, être debout toute la journée dans la chaleur, dans le stress. Et en fait, ça a été encore pire que ce que je m'étais imaginé. Et ce qui a été difficile aussi, c'était de me rendre compte que tout ce qui se chuchotait à droite à gauche sur les violences en cuisine, le sexisme, le machisme, etc., qu'en fait, c'était une certaine réalité. Ça m'a fait me poser des questions sur ma volonté d'écrire sur certains restaurants et sur certains chefs qu'on valorisait partout à la une des journaux et qui, en fait, n'avaient pas un comportement exemplaire et très humain dans leur cuisine. Après, j'ai eu la chance de bosser dans un très bon restaurant qui, au contraire, m'a fait me rendre compte qu'il y a aussi des très bons chefs qui traitent bien leurs équipes. Et donc ouais, je me suis dit qu'en fait, j'allais valoriser ces gens-là du mieux que je pouvais. Un critique assez âgé m'a raconté, alors que je préparais ce podcast, qu'en 40 ans de métier, il n'avait pas vu de violence particulière en cuisine. Bon, que c'est sûr, c'était un milieu sexiste et qu'il y avait bien ce grand chef là qui aimait mettre quelques mains aux fesses. Mais voilà quoi. Lui, son métier, c'était de critiquer les plats qu'il mangeait et pas les chefs qui les préparaient. Dans son article, Kate Telfeuille se pose une question primordiale. Un restaurant servant de la bonne nourriture mérite-t-il d'être célébré si les employés sont régulièrement harcelés et si la culture de la cuisine est construite sur la manipulation et les abus ? J'ai demandé à Esther El Payani si elle se posait ces questions. Je me les pose tout le temps et j'ai un souvenir, ça m'a même gâché parmi mes plus beaux souvenirs de cuisine. J'ai souvenir d'un plat qui m'avait ému vraiment aux larmes. Et il s'est avéré après que j'ai interviewé 2 personnes qui bossaient à cet endroit-là et qu'elles m'ont raconté ce qui s'y passait. Ça m'a dégoûté, ça m'a donné un sale goût dans la bouche et je m'en suis voulu d'avoir aimé et célébré ce plat. Et à chaque fois que je goûte un plat, je me dis mais si je sais que c'est un connard qui l'a fait, je peux pas l'apprécier. Ça lui donne un sale goût. En Inde, on parle du goût de la main, c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme expression, qui souligne le fait que il y a une intention dans la cuisine. Alors après, l'intention bonne ne suffit pas à faire de la bonne cuisine. C'est bien là la difficulté. Mais pour en revenir à des considérations plus terre à terre, oui, on essaye de savoir comment ça se passe dans les cuisines. Maintenant, c'est pas ouvert, c'est pas opaque, c'est en essayant d'échanger. Et puis, on peut avoir célébré des gens merveilleux et puis découvrir qu'ils ont un sous-chef quand ils sont pas là, qui fait n'importe quoi. Enfin, parce qu'on lui demande des résultats, de l'exigence, des horaires à tel truc, il se laisse aller à certaines choses. Lorsque l'on est journaliste gastronomique, reconnu du milieu ou visible sur les réseaux sociaux, on peut vite être invité à manger dans des étoilés, à fréquenter des chefs, à se glisser les pieds sous la table, gratos. Alors comment enquêter ? Être critique ou objectif sur ce milieu ? Chaque journaliste et rédaction place son propre curseur déontologique. Et comme le milieu de la presse n'est pas bien florissant, et les journalistes de plus en plus précaires, cela n'encourage pas forcément à placer ce curseur très haut. Le fait que le métier soit devenu de plus en plus médiatisé ces dernières années a aussi sans doute contribué à l'impunité de certains chefs. C'est ce que raconte Elisabeth Debours, rédactrice en chef du média et guide Le Fooding. En fait, on a fait des chefs, des génies. Et un génie, on lui passe un peu tout. Et évidemment, qui ont des frasques, évidemment, qui ont des sauts d'humeur, mais c'est l'autre face du génie. On les célèbre aussi en couverture, donc on les met sur un piédestal médiatique. Et puis ensuite, on leur permet de gagner beaucoup d'argent. L'argent, ça fait partie de la puissance, quoi.
Et donc on leur donne beaucoup de force et beaucoup de pouvoir. En tout cas, on leur a donné beaucoup de force et beaucoup de pouvoir, nous les médias, mais parce qu'on trouve que leur travail est fascinant et qu'il est aussi chargé en émotions, c'est chargé en travail. Et donc tout ça prend une espèce de place gigantesque qui, en effet, invisibilise totalement déjà toutes les personnes qui travaillent autour d'eux. Parce qu'en fait, un génie, c'est quelqu'un qui porte à lui tout seul le talent. On fait des gens qui les entourent et qui vivent le courroux de ces génies des rien du tout, puisqu'on n'en parle jamais, on ne sait même pas qu'ils existent. Puis les journalistes, ils vont pas voir en cuisine. Alors ils n'ont peut-être pas le temps, ils n'ont pas les ressources, ils y sont pas invités, mais en fait, ils voient pas du tout ce qui se passe, ils voient pas le quotidien. Je crois que c'est le sujet qui me touche le plus et qui me chagrine le plus. Estérelle Payani. Je m'inclus dedans. Nous avons rendu des gens intouchables. Nous avons contribué à nourrir ce système. Il y a l'effet presse, il y a l'effet télé. L'effet médiatique, il est vraiment pervers parce que plus un chef est connu, plus on va vouloir d'articles sur lui, parce que ça marche, ça fait lire, ça fait cliquer, ça fait vendre des couvertures. Vous arrivez avec un chef super mais complètement inconnu, c'est plus difficile pour convaincre votre rédac chef de faire 3 feuillets sur lui, alors que vous arrivez avec un chef qui passe à la télé, on est à peu près sûr que les gens ont envie de savoir qui il est. D'ailleurs, quand on regarde dans le sondage des chefs les plus connus des Français, on se rend compte qu'on est complètement déformé dans l'univers gastronomique, on en connaît énormément, la plupart des Français, ils en connaissent 3. Et on mesure là l'effet médiatique. Après, il y a aussi l'effet, pour les jeunes qui veulent travailler, d'avoir des noms connus sur leur CV. Moi-même, j'ai remarqué dans mes articles, je vais dire, un tel, il est passé avant chez un tel et un tel. Il y a cet effet pédigré qu'on a tous fait parce qu'on a besoin de situer les gens. Pourquoi on accepte de ne considérer la gastronomie que sous l'angle du grand chef, alors qu'il y a des chefs dans énormément de cuisines en France qui font du travail extrêmement différent et qui méritent d'être vus et valorisés. Le premier confinement et la fermeture des restaurants a été l'occasion d'une prise de conscience pour beaucoup de personnes qui travaillaient dans ce milieu. Selon une étude nationale de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, 150 000 salariés de l'hôtellerie-restauration ont d'ailleurs changé de métier depuis le début du Covid-19. On m'avait parlé du compte Instagram de Camille Aumont-Carnel, Je dis non chef, qui est une ancienne cuisinière. Nora Boisouni. Et donc je lui ai envoyé, je la connaissais pas, je lui ai envoyé un mail pour me présenter et je lui ai dit écoute voilà, moi je crois que là c'est le bon moment, c'est des gens qui encore une fois travaillent 80 heures semaine et là se retrouvent à ne plus rien faire à cause du confinement. Donc je lui ai dit voilà, moi j'ai une idée, je voudrais qu'on écrive toutes les deux un questionnaire. On le balance et les gens peuvent répondre à ce questionnaire avec tout type de questions sur les violences physiques, sexuelles, sexistes, homophobes, racistes, les violences en termes de code du travail, le non-respect du code du travail, est-ce que vous avez déjà porté plainte, pourquoi non, pourquoi oui, est-ce que vous en avez parlé à votre supérieur des violences, qu'est-ce qui vous a répondu, enfin vraiment un truc un peu exhaustif en fait. Et on a eu une avalanche de réponses, mais enfin ça a été dingue quoi, en une semaine je sais plus, mais on a eu pas loin de 1000 réponses, enfin bref c'était complètement délirant. Aujourd'hui on est à 3500 réponses, un peu plus, c'est énorme. Donc il y a eu ça, ce questionnaire qui a été mis en ligne et à ce moment-là j'ai commencé à recevoir des messages de femmes qui me disaient voilà, j'ai eu ton contact par des gens, j'ai vu le questionnaire et j'aimerais parler d'un chef. Et ce chef, c'était Taku Sekine. Et en fait, là, j'ai su exactement ce qui se passait parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui voulaient témoigner pour que ça sorte. Hein. C'était pas juste, elles voulaient m'en parler pour se soulager un peu. Elles savaient que j'étais journaliste et elles voulaient que ce soit médiatisé, en fait. Elles en avaient marre de garder ça pour elles. Et c'était des témoignages de femmes qui travaillaient avec lui ou des femmes qui l'avaient fréquenté ou les deux? C'était les deux, en fait. Il y avait des femmes qui travaillaient avec lui, il y avait des femmes qui l'avaient croisé un jour dans leur vie, et voilà. Et là, je me suis dit, bon, il y a pas mal de témoignages qui me parlent de la même chose, donc d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel aussi. Et toi, c'est aussi peut-être inédit pour toi de faire ce genre d'enquête et qui demande du coup énormément de précautions. Tout le monde parle beaucoup parce que je pense que beaucoup de gens peut-être ont peur d'être impliqués, donc veulent savoir ce qui se passe. Comment on fait en fait pour aussi en tant que journaliste se protéger et pouvoir enquêter en toute sérénité sur ces sujets? Pour juste refaire un petit retour en arrière, parce que tu l'as dit, il s'est suicidé. Il s'est suicidé fin septembre. Donc moi, j'enquêtais depuis le printemps. Donc ça s'est su très vite.
j'ai commencé à recevoir des messages de gens que je connaissais ou que je connaissais pas, qui voulaient savoir ce qui se passe, de quoi on l'accuse. Des gens ont commencé à répandre des rumeurs sur Internet. Des gens ont essayé de faire l'enquête à ma place et de la sortir avant moi. Et j'en étais à la fin de l'enquête, en fait, quand il s'est suicidé. J'ai déjà dit, donc c'est pas un secret, il me manquait ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire qu'à la fin d'une enquête, vous contactez la personne ou les personnes mises en cause. Et ses associés, les gens très proches, quoi. Et en fait, tu sais très bien quand t'enquêtes sur ces trucs-là, parce que je l'ai vu, en fait, au bout de quelques semaines, ça s'est su, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Et psychologiquement, c'est... personne te forme à accueillir la parole de femmes et d'hommes qui vont te confier des choses sordides pendant des semaines, des mois. Et tout ça se solde par un gars qui se suicide avant que tu aies publié ton enquête. Des gens qui m'ont envoyé des commentaires sur Instagram, sur Twitter, en me traitant d'assassin, en me demandant comment je pouvais me regarder dans le miroir après avoir tué quelqu'un. Moi, je ne l'ai pas tué. En fait, c'est lui qui s'est tué. Donc ça, c'est très dur. J'ai fait une dépression, voilà, à la fin de l'année dernière. Et on m'a demandé... Est-ce que tu vas continuer à enquêter parce que le mec sur lequel tu enquêtais s'est suicidé ? Genre, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que, s'il y a encore un mort, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est une question intéressante à poser. Ce drame, il est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses de comment on traite de ces questions-là, de violences notamment sexuelles. Quelles sont les conséquences pour les victimes et pour les agresseurs ou les agresseuses ? Comment toi, journaliste, tu te positionnes avec des conséquences pareilles. C'était ma première enquête en plus, donc waouh. Suite à cette affaire, Libération, Mediapart, Le Monde ou le podcast Bouffon ont consacré des articles et émissions sur les violences sexuelles en cuisine. Mais aucune enquête n'est sortie visant un ou des chefs en particulier. C'est un débat qui revient souvent entre chefs et entre journalistes. Peut-il y avoir un véritable MeToo de la restauration sans personnalité publique impliquée ? Le problème, c'est les noms. Voilà. Dans l'article du Monde, personne n'est cité. Estérelle Payani. Ce qui est bien normal. Pas d'action en justice, pas de diffamation. Et c'est toute la problématique quand on est journaliste. Qu'on se souvienne de ce qui s'est passé pour Weinstein. Il y avait 1 an et demi d'enquête dessus, 2 ans, je crois. Quel journal peut assumer ça à l'heure actuelle ? Et puis, les journalistes, on n'a pas forcément intérêt à l'ouvrir parce que quand vous prenez le risque d'être très mal vu par la communauté des chefs, c'est une fratrie, c'est un corps de métier qui est très, très, très soudé. Donc, toucher à l'image d'un chef, c'est toucher à l'image de plusieurs chefs. En général, vu qu'il y a des amitiés, vous risquez de vous mettre à ban tout le secteur dans lequel vous travaillez. D'ailleurs, en général, les histoires sur la cuisine sortent de journalistes qui ne sont pas dans le milieu. Parce qu'on a des liens d'amitié, parce qu'on a des liens de proximité, parce qu'on est trop dans notre sujet pour le regarder. C'est quoi être journaliste culinaire aujourd'hui ? Moi, j'ai eu du mal à demander ma carte de presse au départ de mon métier, parce qu'écrire des recettes de cuisine, aller interviewer des chefs, je crois que j'ai pas le niveau pour être journaliste d'investigation. Je suis pas armée, c'est des méthodes, c'est du travail, c'est des techniques que je ne maîtrise pas. J'ai un peu honte de le dire, mais je ne sais pas faire encore. Est-ce que les médias français ont envie d'enquêter sur un secteur qui représentait une énorme manne touristique et qui véhiculait l'image de la France ? Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. On est encore dans le stéréotype. La cuisine française est la meilleure du monde, la plus grande, celle qui fait venir des milliers de touristes à table pour découvrir la grande cuisine française. Si on touche à l'image de la cuisine française à l'international en disant qu'il y a des chefs, mais comme partout dans le monde, qui exercent dans des cuisines où il y a des violences, oulala, attention, tu touches à l'image sacrée de la France. Et c'est là que ça devient touchy pour les journalistes. C'est qu'on va écorner un mythe. On touche à un mythe qui est la grande cuisine française. Le fait que Taku Sekine soit dans une cuisine plus alternative, connu du secteur branché, mais pas traditionnel, étoilé. Il était connu d'un tout petit milieu, en fait. Quand on regarde, il n'allait pas au JT tous les 2 jours. Le fait que la première affaire qui sorte ne concerne pas directement le cœur du réacteur qui fait l'imaginaire de la cuisine française, ça a protégé aussi en partie la cuisine.
Moi, je veux que ces gens soient mis en face de leurs responsabilités pour qu'on se rende compte aussi que c'est un système d'hommes, souvent, pas que, mais d'hommes qui se protègent entre eux. Le grand public veut savoir qui est concerné. Moi, je veux savoir qui est concerné. Je suis aussi le grand public parce que on le voit depuis un paquet d'années. Quand on ne sort pas les noms des gens, on l'oublie. Ça devient un amas désincarné de témoignages les plus glauques les uns que les autres. Donc, mon problème, c'est que on peut multiplier à l'envi les papiers de témoignages de victimes de violences en cuisine, et violences quelles qu'elles soient, mais particulièrement violences sexistes et sexuelles. Si on ne sort pas un nom, qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, qu'est-ce que ça fait, ces témoignages ? C'est quoi les conséquences de ces témoignages-là ? C'est les gens qui vous disent, qui ne sont pas journalistes, ou qui le sont, et qui vont dire « Ouais, mais tous les jours, là, on a des témoignages de femmes qui disent que, et machin. » Bah ouais, il y a une accumulation et il y a un ras-le-bol parce qu'on se dit, on se sent aussi impuissante et impuissant face à ce système. Et moi, je voudrais juste que des gens responsables de violences soient mis en face de leurs responsabilités, s'en expliquent et peut-être changent en se disant « Merde, les gens parlent, donne mon nom, qu'est-ce que je fais ?» Je vais peut-être devoir enfin changer. L'être humain, c'est un peu un animal, c'est-à-dire que dès qu'il est en danger, dès qu'il se sent menacé, il va prendre des dispositions. Alvina Ledrup-Johansson. Et malheureusement, parfois, pour faire changer les choses, la façon la plus peut-être rapide ou la plus efficace, c'est de faire peur. Et aujourd'hui, à nouveau, malheureusement, la seule façon de faire rapidement changer les choses, ou au moins de pointer du doigt les énormes problématiques qu'il y a dans ce milieu-là, c'est de donner des noms. Moi, je ne fonctionne... Enfin, c'est pas ma façon de faire, déjà parce que je ne sais pas le faire. Faire des enquêtes, c'est un type de journalisme que je suis incapable de faire. Mais pour moi, la gastronomie aujourd'hui est un sujet tellement important qui fait tellement partie du quotidien des gens que c'est un sujet à part entière, c'est un sujet aussi important que la politique. Donc oui, il faut qu'il y ait des enquêtes comme tout autre sujet qu'on peut voir dans les journaux. Et en politique, il y a des enquêtes, il y a des noms qui sortent et on a vu que ça peut faire changer les choses. On entend souvent que le monde de la cuisine a beaucoup à perdre si l'on parle de ces violences. Les potentielles vies brisées des chefs, l'excellence qui ne serait plus au rendez-vous, une industrie déjà affaiblie par la situation sanitaire que l'on jetterait à terre. Pourrait-on envisager, au contraire, que ce milieu a énormément de choses à gagner en mettant ces sujets sur la table ? Il y a l'ancien monde à déconstruire et le nouveau à reconstruire. Et la bonne nouvelle, c'est que plein de chefs s'y attellent. Bon, vous l'avez compris, pas forcément ceux qui sont les plus visibles à la télévision ou en selfie à côté d'Emmanuel Macron. Un des enjeux actuels et des années à venir est de réussir à recruter du personnel. Et pour ça, bien traiter ses équipes peut être une solution. Pour recruter et pour garder les gens, il faut bien les traiter. Bien sûr. Éric Guérin. Bien sûr. Et puis à partir du moment où vous les traitez bien, vous êtes bien aussi parce que vous êtes content d'être avec vos équipes qui vous respectent et qui ont le sourire tout le temps. Et puis voilà, moi ça me paraît juste logique. Et à partir de ce moment-là, prendre le temps de manger ensemble, prendre le temps de discuter, prendre le temps de travailler. Nous, on s'est dit, on va aller plus loin. Donc, on a fermé 2 jours et demi pour que tout le monde se repose vraiment. On a fermé à minuit tous les soirs. Ça marche très, très bien. On le fait depuis quand même maintenant, on a passé tout l'été à le faire. Et en ce moment, à 23h30 le soir, il n'y a plus personne dans la cuisine. Alors qu'avant, on finissait, il était 1h30, 2h du matin. Et là, c'est ça. Les clients finalement se sont mis au diapason et ça marche très très bien et ça fait du bien aussi. Mais pas que à mes employés. Ça fait du bien à mes employés, ça fait du bien à moi aussi. C'est pas une petite chose parce qu'effectivement, là où certains n'arrivent plus du tout à recruter, moi à chaque fois que je pose un poste et que je cherche du personnel, je finis toujours par en trouver. Parce que effectivement ça se sait et j'ai des candidats très atypiques chez moi, des jeunes qui arrivent d'un peu partout et qui viennent à la Mare aux Oiseaux parce qu'ils savent qu'ici c'est différent. Un autre
L'autre défi de ces prochaines années est bien sûr de former la nouvelle génération de chefs pour qu'ils ne subissent plus de violence dans les cuisines et n'en fassent pas subir par la suite. Certaines écoles semblent peiner à prendre la mesure du problème, mais d'autres commencent à faire de la prévention. C'est le cas du lycée Jean Drouin, école hôtelière de Paris, qui a accueilli en premier Bondir, une association composée d'une quinzaine de femmes chefs. Elles ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller parler aux étudiantes et aux étudiants. On a commencé à faire des interventions dans les écoles de cuisine. Manon Fleury. Avec Marion Goettlot, qui est chef du Café Mirabelle. En fait, Marion a été contactée par des écoles de cuisine qui pensaient que c'était important de venir parler justement de ces problèmes de violence. Et Marion voulait prendre ça de manière très positive et passer justement par le rôle de l'éducation et essayer d'intervenir justement à la source, c'est-à-dire dans les écoles. Et moi, j'ai essayé de la soutenir dans ce projet-là. Elle m'a demandé de porter ce projet avec elle. Et on s'est aperçu qu'il y a vraiment des écoles hôtelières qui étaient demandeuses justement qu'on fasse cette intervention et qu'on parle justement de ces problèmes de violence. Et tout ça en le portant de manière positive, c'est-à-dire en disant on va expliquer aux élèves ce qui se met en place justement dans les cuisines et ce qui favorise justement ces mécanismes de violence et en essayant justement de leur donner conscience du milieu qui existe, qui n'est pas simple, mais en leur donnant les clés peut-être aussi pour se protéger d'un milieu qui n'est pas facile. Et comment elle s'est passée la première intervention que vous avez faite ? C'était très émouvant. On a fait une première intervention à 4 classes de BTS et on a senti que les élèves étaient très concernés par ce qu'on leur racontait, comprenaient aussi qu'on était là pour non pas dénoncer, mais pour justement faire de la prévention, pour leur donner conscience de ce qui se passait et les aider en cas de problème. C'est comme la prévention quand on vient faire de la prévention pour le secourisme. C'est-à-dire que si ça se passe mal, voilà, vous avez les clés, vous savez à qui vous adresser et on vous viendra en aide. Et il y a justement cette autre voie qui est possible, sur laquelle nous, on est en train de réfléchir. On est là, le milieu va évoluer. C'est ça qu'on vient de dire, en tout cas. On a fait une intervention avec un psy qui était spécialisé dans le harcèlement. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Laetitia Wyss. Et en fait, je me rends compte que quand je demande à un amphithéâtre de lever la main... Pour ceux qui ont déjà vécu des agressions, il y a les 3/4 qui lèvent la main alors qu'ils ont 15 ans, quoi. Ça commence toujours par quelque chose d'assez simple qui est de énoncer à voix haute la définition du harcèlement, énoncer à voix haute la définition de qu'est-ce que donner un ordre et à partir de quand ça devient inacceptable. Déjà, ne serait-ce que les rassurer sur non mais là vous pouvez y aller, c'est sain, là vous pouvez y aller, c'est sain et je pense que ça commence par là en fait. C'est commencer à arrêter de donner du crédit à ces chefs qui sont complètement fêlés et ne pas abreuver leur cuisine avec des élèves qui vont leur servir de chair à canon. On parlait quand même de cette nouvelle génération, peut-être plus au fait des luttes féminisme, de ce qu'est le harcèlement, etc. Ça, toi, tu le vois aussi en allant dans les écoles, que peut-être ça a changé par rapport à ta génération à toi ? Je l'ai vu à plusieurs reprises et franchement, je suis bluffée par le cran des élèves que j'ai pu rencontrer dans les écoles, notamment à Namur. Ils ont 15 ans, ils ont déjà un aplomb. Alors, ils sont rentrés dans le rang, mais malgré tout, ils sont déjà très conscients de leurs droits. Ils sont capables de taper du poing sur la table et de dire ce qu'ils pensent. Et je trouve que c'est super prometteur parce que... Finalement, ils sont beaucoup plus nombreux et si déjà à 15 ans, ils réalisent qu'ils ont assisté à certaines choses qui n'étaient pas normales, oui, à 20, ça va faire des étincelles et à 25, il n'y aura plus de problème. Donc c'est hyper rassurant. Je pense que cette génération, elle est prête en fait. Elle est prête pour qu'on change et qu'on fasse évoluer le milieu. Le nom de Bondir, c'est un nom assez symbolique parce que ça montre un mouvement. On n'est pas là évidemment pour jeter la pierre, pour renverser un système. On est là juste pour amorcer un mouvement et montrer qu'on peut faire changer les choses. Et moi j'aime bien bondir aussi parce qu'on dit tout le temps aux gens, vous devez rebondir. Voilà. Oui. Et en fait, c'est bien de ne pas rebondir, de juste bondir. C'est vrai. Et puis c'est avoir ça montre aussi le deuxième sens qui est le bon mot et la bonne parole. Et c'est plutôt ce côté bienveillance. Je trouve qu'il y a un côté presque je t'emmène avec moi, ça va aller, on va y arriver quoi.
précision pour terminer, les proches de Taku Sekine après sa mort ont dénoncé dans un communiqué, je cite, sa mise en cause publique sur les réseaux sociaux et sur un site spécialisé, un véritable acharnement et je cite toujours les ragots mensongers de personnes mal intentionnées ainsi que l'absence de plainte pénale. Depuis, ils n'ont pas réagi au nouveau témoignage le visant. Merci à Zazie Tavissian pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous avez envie de nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.